Allez, fais le plus grand sourire là, on est en live. Rigolez un peu. Et on est en live. Il a le sourire un peu. Attends, là, je suis en live normalement. Il est stressé, il a dit. Je gère la logistique. Il est stressé, il a dit. C'est pas facile. Il a le trac. Il est pas bien. Bilal, tu nous expliques l'écharpe, s'il te plaît. Ou le foulard, ou je sais pas comment on dit ça. Ah, purée. Comment on gère la lumière? Colombo, tu fais quoi? Du coup, vous confirmez, on est bien live. Si t'as mis live, oui. Tout le monde voit ce que tu fais. Ouais, mais checkez bien sur le. Voilà. Non, t'es en train de t'afficher là. Attends, juste, j'essaie de bien gérer. C'est ça ta question? Oui, tu es en train de t'afficher. J'avais fait un bon truc l'autre fois. Vas-y, faites un peu de small talk là. On va te laisser 2 minutes. On va te laisser 2 minutes. Non, moi je vais te laisser. En tout cas, merci Pauline. Merci Pauline. Tu vois, on est 3 bavards. Donc, on va avoir besoin de toi pour nous cadrer un peu. Mais, merci d'être là. On va quelques minutes pour. Nassim et Mehdi, je pense qu'on peut garder la tradition de donner le nom des premiers, les vrais followers. Ouais. Bah là, j'en vois 18 là. Ah ouais. Merci, merci, c'est toujours les mêmes. Ouais, bah ouais. Là, ça fait plaisir. Merci à vous. Merci à tous, ça fait grave plaisir. Peut-être qu'on peut juste débuter l'introduction. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez mal, qu'on essaie d'ajuster de notre côté. Encore une fois, on a encore beaucoup de choses à apprendre, mais on fait comme on peut. Du coup, bienvenue à tous. Un grand merci à Pauline d'avoir accepté de participer à ce live. Pauline, pour ceux qui ne la connaissent pas, ça a été l'une des personnes les plus actives lors du live de lancement Grinta. Et les personnes du début, c'est celles dont on se souvient le plus. Elle avait justement été très active sur les commentaires. Elle avait accepté de répondre à beaucoup de personnes. Et du coup, c'est une suite naturelle de t'inviter ce soir avec nous. Ensuite, je voulais vous souhaiter bonne année à tous. Plein de belles choses. Et nous, en tout cas, du côté de l'équipe Grinta, on vous prépare un agenda bien chargé et intéressant, on l'espère. Et du coup, stay tuned là-dessus. On se retrouve du coup ce dimanche pour le 3e live. Et comme je vous ai dit, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Mollard. Le thème du live, ce sera les relations internationales, en particulier l'ONU. Et elle va nous partager un peu son parcours et les différents enseignements qu'on peut en tirer. Et du coup, sans plus attendre, on va débuter l'échange. Mais avant ça, si vous pouvez liker et partager autour de vous, parce que c'est super important, surtout au début. Et on veut vraiment faire en sorte que ce contenu soit réellement utile. Je vois que Farid Didi commente. Bonne année. Merci mec, toi aussi. Et, bonne année à tous et force à tous. Farid. Et du coup, comme d'habitude, on veut faire en sorte que le live soit le plus interactif possible. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ou même remarques. C'est toujours intéressant d'avoir le point de vue d'autres personnes. Et du coup, voilà, sans plus attendre, grand merci à Pauline Mollard. Et on va débuter l'échange. Du coup, Pauline, si tu peux peut-être commencer par te présenter et nous décrire un peu ton parcours en quelques mots. D'accord. Alors, tout d'abord, bonne année à tous. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous ce soir et j'espère que je vais pouvoir vous aider. Donc, je m'appelle Pauline Mollard, j'ai 29 ans et je viens d'un petit village de montagne qui s'appelle les Contamines-Montjoie. Donc, j'ai grandi là-bas et puis j'ai fait toute ma scolarité là-bas jusqu'au bac. Et puis, à partir du bac, j'ai décidé de partir en prépa BL. Donc, c'est une prépa un petit peu atypique. J'avais pas envie de suivre la voie classique prépa école de commerce. Donc, j'ai suivi une prépa BL. Je pourrais vous expliquer plus tard de quoi il s'agit. Mais en gros, c'est une prépa littéraire avec des maths et de l'éco. Après ça, j'ai intégré l'ENS. Donc, j'ai suivi un cursus en économie et en sociologie. Et puis, parallèlement, j'avais fait plusieurs stages, dont un stage vraiment incroyable au Brésil. Pendant que j'étais encore en prépa, en fait, j'avais seulement 19 ans, j'ai fait un stage au Brésil dans la gestion des déchets. Ce stage, ça a été un peu le fil rouge de la suite de tout mon parcours. Et voilà. Et puis, donc, après ça, j'ai intégré
l'ESSEC. En fait, j'avais envie de poursuivre un cursus en relations internationales que j'ai pu faire tout d'abord à l'ENS et puis en master en Italie. Et puis à l'ESSEC, j'ai fait un cursus plus orienté entrepreneuriat social et développement durable. Voilà, et puis en parallèle de ça, j'ai fait des stages, notamment un stage à l'Express avec Christophe Barbier, un stage en ambassade, le stage au Brésil dont je viens de vous parler, et puis j'ai eu la chance de faire mon apprentissage chez Deloitte, donc à la fois à la fondation et en conseil secteur public. Et puis à la suite de ça, après j'ai eu une super opportunité au ministère des Affaires étrangères, je pourrais vous expliquer plus en détail. Trop bien. Ben, merci beaucoup déjà pour cette introduction, Pauline. Et comme vous l'aurez remarqué, en écoutant Pauline, on a l'impression que tout est simple. Elle enchaîne, j'ai intégré l'ENS, j'ai intégré l'ESSEC, pas mal de mots-clés qui vont résonner. Mais elle pourra nous en dire un peu plus sur voilà, les efforts qui ont été nécessaires, parce que ça paraît simple comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup d'efforts et de persévérance et de grinta, qui est le mot qu'on apprécie. Donc, on pourra creuser ces différents sujets ensemble. Peut-être moi, ce qui m'a marqué, Pauline, quand tu m'as décrit un peu ton parcours, c'est la diversité qui le caractérise. C'est vraiment un parcours ultra linéaire. Il y a pas mal d'étapes dans ce parcours-là. Et du coup, je voulais voir un peu si tu pouvais nous expliquer le cheminement et ce qui t'a amené à passer d'une étape à l'autre, et notamment les transitions les moins évidentes. D'accord. Alors, donc tout d'abord, en fait, dès que je suis arrivée en seconde, j'avais vraiment envie de rejoindre l'ONU, ou en tout cas une organisation internationale, et de travailler dans le domaine des relations internationales. Bon, comme j'étais bonne élève, on m'a dit non, faut aller en bac scientifique, c'est la voie royale. Bon, donc j'ai fait un bac scientifique. Et après, voilà, je viens d'un petit village. J'avais pas énormément d'amis qui avaient fait des cursus qui m'intéressaient, ou voilà, donc j'ai un peu dû creuser par moi-même. Et puis j'ai trouvé cette prépa BL un petit peu par hasard. Et en fait, dès la prépa, j'avais choisi de faire ce stage au Brésil, parce que je pense que c'était important d'avoir des expériences pratiques aussi. J'avais toujours été intéressée par les pays en développement, mais j'avais jamais eu la chance de partir, parce que voilà, je n'ai pas voyagé avec mes parents, voilà, donc j'avais vraiment cette frustration et cette envie de découvrir des horizons divers. Donc j'ai fait ce stage au Brésil, qui a vraiment été l'élément clé, le déclencheur de mon parcours, parce que ça regroupait à la fois l'aspect relations internationales qui me plaisait beaucoup, notamment sur l'aspect pays en développement, et aussi le côté développement durable, parce que c'était un stage dans la gestion des déchets. Donc, pas très glamour, gestion des déchets dans les bidonvilles. On m'a dit, oula, t'as 19 ans, tu pars au Brésil faire un stage dans la gestion des déchets, t'as rien trouvé d'autre. Mais je sais pas, moi, ça m'a vraiment attirée. J'avais envie de faire ce stage, et en fait, c'était juste incroyable. Je pourrais vous en parler peut-être plus tard sur oui, exactement, parce que Nassim, Mehdi et moi, à un moment, on voulait aller au Brésil, et c'est pas forcément ce qu'on avait en tête quand on pense au Brésil. Du coup, assez intéressant que même ces différentes étapes. Comment? C'était avant Covid. On avait quoi en tête, nous? Rappelle-toi. Non. La nature, l'Amazonie. C'est plus à la samba et au football. Ouais. Moi, c'est plutôt le yoga bonito. Hein. Tu m'as dit bidonville, j'ai pensé à Neymar tout de suite. Je me suis dit, on reconnaît les vrais. Trop cool. Donc, voilà. Et du coup, après cette expérience au Brésil, j'ai continué mon parcours. Donc, j'étais à l'ENS en éco-sociaux, mais j'ai pu faire un double diplôme en relations internationales en Italie, à Rome. En fait, je parlais déjà espagnol et anglais, enfin, espagnol très bien, anglais plutôt bien. Donc, j'ai choisi d'aller en Italie pour apprendre une autre langue. La base, tranquille. Et puis, c'était vraiment génial, mais j'avais toujours ce côté développement durable qui me titillait, qui m'avait beaucoup intéressée dans la gestion des déchets. Donc, j'ai choisi de rejoindre l'ESSEC, parce qu'il y a un programme vraiment très intéressant et assez connu maintenant qui s'appelle la chaire entrepreneuriat social et innovation. Donc, j'ai vraiment été à l'ESSEC pour suivre ce programme spécifique, même si j'ai fait tous les cours passionnants du Master Grande École de l'ESSEC. La meilleure école de commerce en France. Cette diversité qui a été… Non, en vérité, l'ESSEC, c'était pas forcément mon truc. Enfin, j'ai surtout aimé les cours de la chaire, qui étaient absolument incroyables. Donc, la chaire entrepreneuriat social, développement durable. Du coup, Pauline, que j'ai fait en géopolitique à Singapour, mais pour le reste, finance, compta, marketing, tout ça, c'était pas vraiment ma tasse de thé. Mais voilà, j'ai suivi la voie qui m'intéressait. Je savais que voilà, je faisais ça
parce que voilà, c'est bien d'avoir un peu des bases dans plusieurs domaines, mais j'étais vraiment intéressée par le développement durable et relations internationales. Donc, c'était un peu cette diversité vraiment qui m'intéressait. Et en fait, dans chaque formation, j'ai pu piocher des choses intéressantes parce que, par exemple, à l'ENS, c'était très théorique, beaucoup de travail individuel et énormément de travail. Franchement, c'était assez dur. Donc, j'ai beaucoup bossé, mais ça m'a servi pour la suite parce que grâce à ça, j'ai une bonne capacité de travail. À l'ESSEC, bon, c'était quand même beaucoup plus tranquille. Pas grand-chose à voir niveau travail. J'ai quand même travaillé un petit peu, mais c'était assez tranquille par rapport à l'ENS. Mais par contre, j'ai appris à travailler en groupe, ce que je faisais pas du tout à l'ENS, donc c'était très complémentaire. Et puis, je faisais des matières très différentes aussi, dont le cursus entrepreneuriat social, qui était absolument génial, où il y avait à la fois une partie théorique, mais aussi une partie terrain, un voyage de chair et des week-ends au Havre où on faisait des missions dans le domaine du logement social, des week-ends Emmaüs, enfin beaucoup de choses pratiques. Donc voilà, c'était très complémentaire de l'ENS. Et à Rome, en fait, en master de relations internationales, c'était également très complémentaire parce qu'en Italie, en tout cas dans l'école où j'étais, mais c'est comme ça dans la plupart des écoles en Italie, tout se fait beaucoup à l'oral. Donc même les examens sont oraux. Donc, on est devant la classe et le prof nous interviewe et on doit répondre en direct. Donc, c'était un système un peu étrange pour nous, les Français, mais franchement, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a appris à être plus à l'aise à l'oral, à être beaucoup moins timide, parce qu'avant ça, j'étais très timide. Donc, voilà, les 3 masters ont été vraiment très complémentaires et je suis très contente d'avoir fait ça et aussi d'avoir suivi mon intuition dès le début que c'était une bonne idée de faire ce stage au Brésil parce que finalement, c'était voilà ce stage qui m'a donné vraiment mon impulsion pour la suite et mon envie de travailler pour l'intérêt général aussi. C'est pour ça que j'ai suivi le secteur public après. Ouais, juste une question pour toi, Pauline. Tu disais que déjà au lycée, en fait, tu savais que tu voulais travailler dans les relations internationales et notamment à l'ONU. Qu'est-ce qui te donnait vraiment cette envie-là de poursuivre un parcours vers les relations internationales, en fait? Bah, je sais pas exactement. En fait, j'ai toujours été très passionnée par les langues, par la diplomatie, la géopolitique. Enfin, vraiment, ça m'a toujours beaucoup intéressée. Mais en même temps, je connaissais personne dans ce domaine-là. Donc, c'était un peu un rêve pour moi, mais sans vraiment connaître ce que c'était. Donc, j'essayais de me renseigner un peu sur Internet, en allant à des salons de l'étudiant, tout ça. Mais c'est vrai que je savais pas vraiment comment y accéder. Il y avait plein d'options possibles. Et puis, voilà, moi, c'est vrai que j'étais plutôt douée en langue, en économie. Donc, j'ai essayé de suivre un peu les matières dans lesquelles j'étais plus performante. Et voilà. Ok. Cool. Et en plus, tu nous as dit qu'au départ, tu avais une certaine timidité. Et du coup, maintenant que tu es à l'ONU, j'imagine qu'il a fallu qu'elle disparaisse assez rapidement. Et c'est trop cool de te voir aujourd'hui participer à ce live. Donc, c'est vraiment top. Et je note également, Mehdi, ça, je pense qu'on pourra le garder pour nous, mais Nassim nous disait que l'ESSEC était intense. Donc, on pourra avoir ce débat juste après, parce que là, je pense qu'on a décollé sa planque. Attends. Je me souviens pas de ça, mais faut bien se rappeler que Pauline est normalienne. En France, il y a les normaliens et il y a les X, les normaliens et le reste du monde. Et du coup, elle n'est pas dans la même catégorie à peu près d'êtres humains que nous. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est d'ailleurs les normaliens? Qu'est-ce que c'est l'ENS? Ouais. Oui, tout à fait. C'est donc l'école normale supérieure. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est une école publique dans laquelle on peut rentrer uniquement par prépa, contrairement à l'ESSEC. Et c'est très sélectif. Ça dépend des sections, des matières, tout ça, mais c'est entre 8 personnes et 30 personnes à peu près, suivant les matières. Voilà, il faut passer un concours et après on se spécialise dans une discipline et à l'origine c'est plutôt une école pour devenir soit prof agrégé, soit chercheur, voilà, mais c'est vrai que moi j'aimais beaucoup l'éco, la socio, mais je me voyais pas non plus devenir chercheuse en sociologie. Donc voilà. Après j'ai suivi une autre voie, mais en tout cas c'était vraiment utile d'avoir fait l'ENS et je me rends compte que si j'avais pas fait l'ENS, j'aurais certainement pas été prise par la suite en cabinet ministériel et tout ça. Donc je suis très contente de l'avoir fait. Ouais. Trop cool. Mais limite, je pense que l'ENS peut faire partie, peut limite être un sujet de live parce que c'est vraiment une école très opaque, qui est pas très connue, enfin, oui, qui est très prestigieuse
mais on entend parler de l'ENS, mais on ne sait pas ce que c'est. Mais il y a une anecdote intéressante, c'est que Macron a raté l'ENS. Et donc, il faut bien savoir que même si vous ratez le. Enfin, voilà. C'est vraiment pas facile. On n'a pas Macron devant nous, mais on a Pauline. Non, mais. Trop cool, trop cool. Pourquoi vous mettez mal à l'aise Pauline? Là, vous lui mettez une pression de malade. Ça veut dire que dans 20 ans, elle doit être présidente. Vous exagérez. Non, c'est pas du tout mon objectif. Hein. Peut-être juste. En termes d'objectifs, je vois que, comme tu l'as décrit, tu as fait beaucoup de choses pour un peu, où tu as un peu aussi œuvré à aider, que ce soit via la chaire entrepreneuriat social ou via toutes tes expériences. J'ai vraiment le sentiment que t'es entre l'idéaliste qui pense qu'elle va changer le monde, et ça, je pense que c'est un vrai moteur parce que ça permet de se dépasser, mais aussi en même temps, tu as fait des choses très concrètes. Et j'aimerais juste savoir ce que ça représente pour toi et comment tu te sens quand tu aides une association au Havre ou à la Fondation Deloitte, puisqu'on était ensemble à Deloitte. Je t'ai vu vraiment porter des projets qui ont abouti et qui ont aidé vraiment plusieurs promotions derrière, avec Guylaine notamment, et qui ont aidé vraiment, vraiment beaucoup de jeunes. Comment tu te sentais? Qu'est-ce que ça représente pour toi d'aider en retour et comment c'est important pour toi dans ta carrière actuelle à l'ONU et dans ton futur aussi, je pense. Ok. En fait, j'ai toujours j'avais une grande appétence pour l'intérêt général et juste pour moi, je sais pas, j'étais super contente de pouvoir aider des gens et de m'investir dans une action qui a du sens. Donc, c'est pour ça que j'avais commencé ça un petit peu quand j'étais au Brésil, mais bon, c'était plus sur la partie environnementale que humaine. Et après, quand j'étais à l'ESSEC, donc on a une prépa d'égalité des chances à l'ESSEC, donc j'ai aidé bénévolement, j'étais tutrice CAPESSEC, toi aussi, je crois, Nassim. Yes. Et ensuite, c'est vrai que j'avais choisi cet apprentissage à la Fondation Deloitte, justement parce que la partie conseil m'intéressait plutôt, la partie audit pas du tout. Et la partie fondation m'intéressait énormément parce que c'est une fondation du coup dont un des deux piliers est l'égalité des chances. Et donc c'est vrai que j'avais beaucoup aimé les programmes d'égalité des chances sur lesquels j'ai travaillé, notamment un programme à Sarcelles. Donc on parrainait des jeunes de Sarcelles. Il y avait plusieurs choses. Ce serait un petit peu long à expliquer, mais c'était très enrichissant. Et c'est vrai que je me suis rendu compte concrètement de l'impact qu'on pouvait avoir, même si c'était que sur 20 personnes ou 40 personnes l'année d'après. Mais au moins, ça avait vraiment un impact direct sur leur vie parce qu'il y en a plusieurs qui, par exemple, sinon n'auraient pas fait d'études ou se seraient pas motivés pour passer le bac ou pour poursuivre un cursus universitaire après. Et d'ailleurs, il y a un jeune que j'avais aidé en 2014-2015 à Sarcelles. Il était en terminale à l'époque. Il était dans un programme de parrainage avec moi. On l'avait emmené au Festival européen de cinéma des arts. Et donc, on faisait des journées culture avec les festivals européens et ski la moitié de la journée. C'était vraiment superbe. Et pendant un an, il y avait un programme de parrainage avec lui. Ça s'est super bien passé. On est toujours resté en contact, mais bon, après, un peu à distance. Et je l'ai revu là juste avant de quitter Paris au mois d'août par hasard devant la Comédie Française. Et en fait, il est en master d'histoire et pour payer son master, il travaille à la Comédie Française le soir, tout ça. Donc, c'était juste incroyable de le revoir. Et lui, par exemple, maintenant, il est en master d'histoire. Ça se passe super bien. Il a envie de passer la grecque d'histoire et c'est incroyable de voir que on peut changer un petit peu une trajectoire ou en tout cas essayer de contribuer à aider les jeunes. Trop cool. Excellent. Ça fait grave plaisir à entendre. Et justement, c'est ce qu'on essaie aussi de faire à travers la plateforme Grinta à notre échelle. Du coup, c'est cool d'avoir des personnes comme toi qui partagent cette vision-là. Peut-être sur un autre aspect que je voulais creuser et qui est un peu lié au thème même du groupe Grinta. Et parce que quand tu décris ton parcours, il force à l'admiration, c'est un très beau parcours. Et du coup, l'un des objectifs de ces lives, c'est d'essayer de comprendre un peu ce qui a drivé. Tu as abordé certains aspects, mais ce qui explique ta Grinta et ce qui t'a aidé à avoir le parcours que tu as aujourd'hui. Donc, si tu peux nous partager certaines de ces étapes clés. D'accord. Tout d'abord, c'est vrai que j'ai grandi dans un milieu, donc dans un petit village de montagne.
Je voyais beaucoup mes parents travailler énormément, les deux, et ma maman est aide-soignante. Donc à l'époque, elle était aux urgences, maintenant elle est en réanimation en section Covid. Et déjà, quand j'étais toute petite, je la voyais travailler énormément, faire des nuits, partir à 18h30, revenir le lendemain à 7h30, parce qu'en plus elle avait de la route de montagne pour aller à l'hôpital. Et voilà, je la voyais souvent fatiguée, travailler énormément. Puis au fil du temps, je me suis rendu compte que non seulement c'était très dur, c'était très fatigant comme travail, et en plus c'était très mal payé. Et voilà, j'ai toujours été très admirative de tout ce qu'elle faisait. Mais voilà, moi, je me suis dit, oh là là, je me sentirais pas du tout capable de faire ça. Il faut que je fasse quelque chose qui me corresponde. Et voilà, il y a un travail pénible comme ça. Je sais pas si j'y arriverai. Donc voilà, ça m'a quand même pas mal motivée à me dire, OK, moi, je crois que je vais essayer de faire des études comme j'étais plutôt douée, et de persévérer dans les études supérieures pour avoir un travail en tout cas moins pénible et qui me corresponde. Et puis j'ai eu un petit problème aussi quand j'étais enfant. J'ai passé quelques mois en fauteuil roulant au CP parce que j'ai eu une maladie rare qui fait que je pouvais plus marcher. Et en fait avant j'étais très calme, très tranquille et tout ça. Et après ça, j'avais tellement la rage de pas pouvoir marcher et surtout skier. Et du coup, depuis ce moment, je suis devenue hyper active, tout le temps très, très motivée pour faire énormément de choses, un peu trop parfois. Donc ça, je pense que ça m'a pas mal aidée. Et puis après, je sais pas, en fait, c'était facile. Enfin, j'ai beaucoup travaillé en prépa, c'était hyper dur parce que je suis passée de première de la classe à dernière de la classe. Donc première en terminale à dernière en prépa. Ah ouais. Les premières notes, c'était 2 de moyenne. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai bossé comme une folle. Mais bon, j'ai réussi à rattraper un petit peu le retard. Et en fait, après, je suis toujours tombée sur des gens qui m'ont énormément aidée. J'avais des maîtres de stage incroyables, une directrice à la Fondation Deloitte incroyable aussi. Donc j'ai toujours eu vraiment des gens très bienveillants autour de moi et voilà, ça s'est bien passé. Trop cool. Donc, ouais, plein de détermination là-dessus, c'est tout ce qu'on aime. Excellent. Peut-être qu'on peut rentrer là, je vois qu'il est déjà 19h23, un peu dans le vif du sujet. Et si tu peux peut-être nous décrire un peu, avant de parler de l'ONU, le domaine des relations internationales, c'est quoi un peu les grosses composantes, et ensuite si on peut enchaîner un peu sur ton rôle à l'ONU et une journée un peu type. Ok, bien sûr. Alors, donc en fait, je me suis retrouvée dans le domaine des relations internationales un petit peu par hasard. Déjà, en fait, j'étais en mission, donc je faisais du conseil secteur public chez Deloitte, en parallèle de la fondation, ce qui me plaisait pas forcément énormément. J'avais eu des missions plus ou moins intéressantes, mais ça me passionnait pas. Et puis un jour, comme j'avais une mission particulièrement pénible, mais qui s'était bien passée, on m'a dit, il y a une super mission avec le ministère des Affaires étrangères. On sait que les relations internationales, ça te fait rêver. Est-ce que ça t'intéresse? Donc, j'ai saisi l'opportunité. Donc ça, c'était il y a un peu plus de 5 ans. Donc, je venais de finir mes études depuis quelques mois. C'était en novembre 2015. Et j'ai commencé cette mission pour le ministère des Affaires étrangères, donc sur la francophonie. Donc, c'était une mission faite par Deloitte et le client était le ministère des Affaires étrangères. En fait, la mission s'est hyper bien passée. Et donc, au moment de la restitution, en mai 2016, j'ai pu présenter le projet à l'oral au ministère des Affaires étrangères, sauf qu'il y avait le ministre et son directeur de cabinet dans la salle et puis des autres directeurs, voilà, mais je ne savais pas. Et en fait, le directeur de cabinet du ministre nous a rappelé quelques minutes après m'a rappelé pour me demander de revenir le soir même au ministère. Donc, j'ai pensé que c'était simplement pour que je lui reparle de la mission, que j'éclaircisse quelques points qu'il n'avait pas compris, voilà. Et en fait, j'ai prévenu mon directeur, il m'a dit non, vas-y, moi j'ai pas le temps, bon. J'y suis allée et en fait, c'était un entretien d'embauche, sauf que je ne savais pas ce qu'était un cabinet ministériel, donc je suis arrivée complètement à la masse. Je ne connaissais rien aux relations internationales, à part le sujet sur lequel j'avais travaillé, la francophonie. Et j'étais au ministère des Affaires étrangères dans un entretien avec le ministre et son directeur de cabinet. Je me sentais complètement à la masse. Je ne comprenais pas très bien ce que je faisais ici. Et j'ai quand même eu une interview de plus d'1 heure. Et puis, en fait, je suis ressortie et j'ai eu un message de la secrétaire qui m'a dit, ben voilà, vous êtes prise, vous commencez lundi. Donc après, il y a eu quelques petits ajustements avec Deloitte
j'ai dû partir. Tu rebondis bien. Voilà. Bien rebondir. Et donc, c'est là que j'ai commencé dans les relations internationales. Donc, bon, c'est un domaine très vaste, il y a beaucoup de sujets. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout les pays en développement, les droits de l'homme, les affaires humanitaires et l'éducation. Et donc, mon premier poste au ministère des Affaires étrangères, donc j'ai commencé en juin 2016, et c'était, j'étais conseillère donc au cabinet développement et francophonie sur les sujets, enfin c'était très vaste, mais surtout sur les sujets francophonie, économie sociale et solidaire, donc ma spécialité de l'ESSEC, et éducation. Voilà, donc ça s'est super bien passé, c'était une superbe expérience. Et après, j'ai continué dans les relations internationales. Donc en fait, j'ai perdu mon travail parce que Macron a été élu, donc le ministre a changé, donc j'ai changé aussi. Mais après, j'ai été à Bercy et j'ai continué dans les relations internationales, mais là plus économique. Donc j'étais sur la partie G7, G20. Et aujourd'hui, à l'ONU, je suis enfin sur les sujets qui m'intéressent pleinement. Donc maintenant, je suis conseillère sur... c'est très large parce que du coup, je suis au cabinet de la directrice. Donc, on travaille sur des sujets de droits de l'homme, éducation, affaires humanitaires, développement durable et puis beaucoup de diplomatie publique. Donc, j'écris à la fois, par exemple, des notes de contexte, des notes sur des sujets en particulier. J'écris des discours, j'écris maintenant des enregistrements online que fait la directrice générale. Oui. Et puis des notes pays. Par exemple, la semaine dernière, j'ai écrit des notes sur Cuba, la Nouvelle-Zélande et la Bulgarie parce que la directrice rencontrait le nouvel ambassadeur de ces pays auprès de l'ONU. Voilà, donc c'est très très varié, mais donc je suis spécialiste de rien en fait. J'ai un poste assez polyvalent, mais ça me plaît beaucoup parce que du coup je touche un peu à énormément de sujets au sein des relations internationales, donc c'est super. Super. Trop cool. C'est une question bateau pour toi, Pauline. Est-ce que tu peux rappeler à ceux qui nous regardent, qui ne savent peut-être pas, qu'est-ce que c'est l'ONU en fait? Ah, d'accord. C'est l'Organisation des Nations Unies qui a été créée, à la base, ça s'appelait la Société des Nations. Ça a été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans l'objectif de maintenir la paix. Donc, l'objectif principal de l'ONU, c'est quand même de maintenir la paix dans le monde. Voilà. Et puis après, c'est devenu l'Organisation des Nations Unies. Donc, le siège, c'est à New York. Donc le secrétaire général, c'est Antonio Guterres. Et après, il y a plusieurs offices dans différents pays. Et donc en Europe, il y a 2 sièges principaux. Donc c'est Genève et Vienne. Et donc à Genève, il y a l'Office des Nations Unies de Genève. Donc c'est là où je travaille pour la directrice générale. Et peut-être pour enchaîner sur la question d'Iman, comment on entre à l'ONU? Est-ce qu'une simple école de commerce, ça peut suffire? Est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce qu'il y a peut-être Nassim, un chemin tracé? Si ça te va, on va juste passer au mode d'admission à la question suivante. Peut-être juste avant ça, okay. on la garde juste après. Pauline, je pense qu'il serait bien, si tu peux, parce que tu nous as partagé quelques anecdotes qui étaient assez intéressantes, si tu peux peut-être les partager avec l'audience Grinta. Je trouve qu'elles étaient particulièrement croustillantes. Et après, on va rentrer sur les modes d'admission. Ok. Oui, alors par rapport aux anecdotes, donc c'est pas forcément une anecdote de l'ONU, je vais plutôt partager des choses que j'ai fait avant parce qu'à l'ONU, en fait, donc je suis arrivée il y a 3 mois et quelques et en fait, depuis, comme vous le savez, avec le Covid, on travaille directement au bureau, on a parfois des réunions directement dans le bureau de la directrice générale, mais bon, il y a quand même énormément de choses qui se font online et puis l'ONU, c'est aussi un énorme centre de conférences, un des plus gros au monde, mais actuellement, il y a quasiment plus de conférences, donc le modèle a un petit peu changé. Mais avant ça, quand j'étais au ministère des Affaires étrangères, j'ai eu la chance de faire beaucoup de missions à l'étranger, beaucoup de conférences à Paris, à la fois au ministère et puis ailleurs, à l'OCDE, à l'UNESCO, dans d'autres organisations internationales ou d'autres structures. Et du coup, c'était vraiment... assez déroutant et une aventure pour moi parce que quand je suis rentrée au ministère, j'avais pas encore 25 ans. J'ai fêté mes 25 ans là-bas, en mission d'ailleurs. Et en fait, quelques temps après mon arrivée, donc 1 ou 2 mois après, on était parti à Madagascar pour un sommet. Donc moi je suis restée toute la semaine au sommet de la francophonie. Donc il y a à la fois les réunions préparatoires au début pendant 2 jours, après il y a les réunions avec les ministres, donc ça s'appelle les ministériels, et ensuite il y a le vrai sommet, donc c'est les réunions avec les présidents et chefs d'État et de gouvernement des pays de la francophonie.
Donc, j'avais préparé tout ça en amont. On avait eu voilà, plusieurs réunions en France. J'avais préparé plusieurs choses. Et puis ensuite, arrive les jours J. Et puis, le vrai jour J, c'est le sommet. Donc, le moment où il y a les présidents qui viennent. Donc, bien sûr, le président Hollande était arrivé le vendredi soir pour passer le week-end à Madagascar. Donc, on avait tout préparé. Après, lui, il est venu aussi avec ses propres conseillers. Sauf que le samedi, Manuel Valls a démissionné. Voilà, donc ça a un petit peu complexifié les choses parce que du coup, le président a dû rentrer en France un petit peu plus tôt que prévu. Et donc, mon ministre est parti avec lui juste avant la fin de la conférence. En fait, il a fait toute la partie la plus importante et juste la session de clôture et la conférence de presse, il n'était plus là. Donc, c'est mon directeur qui a tenu la chaise. Donc, tenu la chaise, ça veut dire qu'il s'est assis à la table avec tous les chefs d'État et de gouvernement. Et il y avait notamment Justin Trudeau, donc le Premier ministre canadien, qui était assis juste à côté de lui. Donc moi, j'étais juste derrière et je passais les notes, je prenais des notes de tout, je suivais la conférence. Sauf qu'à un moment, il a dû partir parce que voilà, il avait faim et puis il avait envie d'aller aux toilettes. Donc il m'a demandé de le remplacer. Donc je me suis retrouvée à la table à côté de Justin Trudeau et des présidents et chefs d'État. Donc je faisais un petit peu tâche parce que bon, les États de la francophonie, comme vous le savez, bon, il y a beaucoup d'États où c'est quand même beaucoup d'hommes et beaucoup d'hommes assez vieux qui sont présidents et chefs de gouvernement. Donc voilà, je faisais un petit peu tâche au milieu, mais ça a duré 10 minutes. C'était marrant. Comment est-ce que tu t'es sentie à ce moment-là? Voilà. Est-ce que tu t'es sentie un peu en pouvoir ou comment est-ce que tu t'es sentie? Non, j'étais très, très flippée. Je regardais mes feuilles et je priais pour que personne ne me demande rien. Non, Pauline, il ne faut pas dire ça. Il faut dire que tu t'es sentie super à l'aise, que tu étais… Il faut dire que tu as pris des blagues. Le selfie, il est où là? On veut voir le selfie. Dit dans l'oreillette que… selfie, je faisais pas trop la maline, je priais pour que personne ne me demande rien et ça s'est bien passé. Voilà. Et, ce que je comprends, c'est que tu as intimidé Justin Trudeau. Ah oui. Instagram. On me dit qu'il voulait ton Instagram, mais à voir. Je suis pas sûr. Voilà, mais bon, c'était assez marrant, surtout qu'après… du coup, j'ai dû rester un petit peu plus tard, donc j'ai pas eu un vol le soir même comme prévu, donc j'ai dû attendre le lendemain que les assistantes du cabinet m'appellent pour avoir un vol retour. Il n'y avait pas de vol, donc j'ai dû rester un jour de plus et je me suis retrouvée toute seule à Madagascar parce qu'à la base, on avait des gardes du corps pendant toute la semaine, c'était hyper encadré, on venait avec les chauffeurs, on avait des réunions toute la journée, des conférences, on travaillait le soir, tout ça. Et je me suis retrouvée toute seule à Madagascar pendant 1 jour et demi, j'étais un petit peu perdue. Donc voilà, j'ai été visiter un parc de lémurien, c'était un petit peu différent de la semaine précédente. Sympa. Trop cool. Et voilà, deuxième anecdote, peut-être rapidement si on a le temps, mais sinon je la… Non, je veux bien la deuxième, je pense qu'elle est assez courte et assez puissante aussi. Ok, donc la deuxième, c'était donc avec un ministre pour lequel j'ai travaillé encore un petit peu plus tard. Il y avait une espèce de conférence entre lui, Bill Gates et des autres personnalités au monde. Et en fait, juste avant la conférence, il y avait une bilatérale. Donc, bilatérale, c'est une réunion entre 2 personnes. Donc, c'était mon ministre et Bill Gates. Sauf que l'interprète a eu quelques problèmes de métro. Donc, mon ministre m'a demandé de faire l'interprète. Et là, je me suis rendu compte que c'était un métier hyper difficile. C'était l'horreur parce qu'il parlait en français et je devais traduire en simultané en anglais. Et ensuite, quand Bill Gates parlait, traduire en simultané en français à mon ministre. C'était un petit peu compliqué. J'ai fait ce que j'ai pu, mais c'était assez lamentable. Et je me suis dit que vraiment, les interprètes étaient très forts. Attends, mais du coup… Félicite les interprètes. Mais du coup, il y a toi, le ministre et Bill Gates. Oui, puis il y avait aussi la conseillère de Bill Gates. Okay. Mais qui ne parlait pas français, donc voilà. Et du coup, les gars… Scandaleux, non? Quand même. Non, ça a été. Je me suis juste sentie vraiment nulle, mais ça a été. Mais juste, les gars, je ne sais pas, Mehdi et Nassim, comment vous vous sentez après ces 2 anecdotes, mais du coup, maintenant, elle est avec Nassim, Mehdi et Bilal. Grosse leçon d'humilité. Grosse leçon d'humilité. Trop cool. Là, ça veut dire qu'elle a fait un gros effort en aujourd'hui nous voir. Excellent, excellent. Trop bien. Peut-être qu'on va rentrer, parce que d'ailleurs, il y a pas mal de questions liées à ça. Du coup, si tu peux, Pauline, je sais que c'est complexe et c'est difficile à résumer en si peu de temps. Oui. Écrire un peu comment intégrer les différentes organisations et si on peut distinguer rapidement secteur public français et organisation internationale très rapidement. Et après, on va peut-être enchaîner sur quelques points. Et n'hésitez pas s'il y a d'autres questions qu'on ne couvre pas à l'équipe. Ok. Alors, donc,
tout d'abord, donc j'étais au ministère des Affaires étrangères. Donc ensuite, il y a plusieurs voies d'admission. Donc c'est soit vous avez fait l'ENA, donc c'est pareil pour le ministère des Affaires étrangères et pour Bercy où j'étais après, soit vous avez fait l'ENA, soit vous n'avez pas fait l'ENA. Donc voilà, c'est le système français élitiste, voilà, c'est comme ça. Donc si vous avez fait l'ENA, bah, il y a un classement de sortie et puis suivant votre classement, vous avez le choix ou vous n'avez pas le choix. Parce que les premiers choisissent ce qu'ils veulent et puis ceux d'après prennent ceux qu'il reste. Voilà. Et puis, si vous n'avez pas fait l'ENA, vous pouvez rentrer comme contractuel dans le secteur public. Donc, c'est super intéressant. Moi, c'est comme ça que je suis rentrée. Bon, le premier poste, c'était en cabinet, donc c'était un petit peu différent. Mais le deuxième poste, c'était à Bercy, donc dans l'administration. Et donc là, pour les postes de contractuels, il faut postuler sur la BIEP. Donc, c'est un site qui regroupe les postes dans la fonction publique. Mais sachez que c'est des contrats de soit 1 an, soit 2 ans, soit 3 ans. Et le max possible, c'est 6 ans. Donc, 3 ans renouvelables une fois. Voilà, c'est des postes super intéressants. Mais bon, sur la durée, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et donc, moi, quand j'étais à Bercy, je me suis rendu compte que, comme je suis pas énarque, j'étais un petit peu au bout du modèle. Donc, c'est soit je passais l'ENA, mais j'avais aucune envie parce qu'il y a un classement de sortie qui détermine toute la suite de notre vie. Et moi, le seul sujet qui m'intéressait, c'était, voilà, les relations internationales. Donc, c'est vaste, mais bon, il y a quand même pas beaucoup de postes dans ce domaine-là. Après l'ENA, c'est peut-être 10 postes maximum sur 90 personnes à peu près par promo. Donc, j'ai choisi de ne pas faire cette voie. Donc, j'ai misé plutôt sur la fonction publique internationale. Voilà. Et donc, j'ai regardé les organisations internationales avec vraiment une priorité sur l'ONU parce que moi, je voulais vraiment travailler dans le domaine paix, droits de l'homme, éducation. Et donc, pour postuler à l'ONU, c'est assez compliqué. C'est un système qui s'appelle Inspira. Donc, vous tapez Inspira ONU, vous allez avoir toutes les informations. Et donc voilà, il faut postuler en ligne, c'est assez compliqué, très long. Moi, on m'avait dit que ça pouvait prendre jusqu'à 1 an, voire 1 an et demi. Pour ma part, j'ai postulé en décembre 2020, et j'ai commencé fin septembre 2020. Donc, donc décembre 2019, j'ai commencé en fin septembre 2020. Donc bon, on va faire ça à 8 mois, 9 mois. Voilà, donc, mais on m'a dit que c'était rapide. Donc voilà, j'avais déjà postulé il y a un certain temps en stage quand j'étais en licence, mais j'avais pas été retenue. Et puis j'avais repostulé une autre fois il y a 2 ans. Et en gros, on m'avait dit que je parlais pas assez de langues, que anglais, espagnol, italien et à peu près portugais, comprendre vaguement, ça suffisait pas et qu'il fallait apprendre le chinois, le russe ou l'arabe, qui sont des langues officielles de l'ONU, et je parle aucune des 3. Donc voilà, j'avais échoué à ce moment-là, mais j'ai persévéré, et voilà, c'est un système assez compliqué, il y a beaucoup d'entretiens, il y a parfois des tests de langue, et ça peut être très, très, très long. Donc, voilà, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup travaillé pour mes entretiens parce qu'après, c'est un système d'entretien aussi particulier. En fait, c'est pas des entretiens classiques comme en France. C'est des entretiens basés sur les compétences. Ils appellent ça. Donc, bon, ce serait un peu trop long à expliquer, mais en tout cas, c'est un système très différent. Donc, quand on sait qu'on a un entretien à l'ONU, il faut prendre au moins 2-3 semaines pour le préparer parce que c'est tout un mode de pensée assez différent. Et puis, on peut switcher. Moi, pendant mon entretien, il m'avait prévenu que ce serait anglais, espagnol, italien, avec une dominante anglais, bien sûr. Et finalement, le premier, c'était tout en anglais. Et d'un seul coup, en plein milieu, ils m'ont posé une question en français. Et je me suis sentie un peu déstabilisée parce que j'avais tout préparé en anglais. Donc, c'est assez différent suivant les agences de l'ONU, le siège, ça varie. Mais en tout cas, c'est un process long. Il faut vraiment être persévérant et pas se décourager. Et voilà, après, il y a différentes voies. Il y a la voie vraiment staff ONU, donc c'est celle que j'ai choisie parce que c'est la plus avantageuse en termes de durée de contrat, d'avantages, de salaire, de tout. Mais il y a aussi des postes de consultants auprès de l'ONU. Il y a aussi des postes de stagiaires, mais qui du coup ne sont pas payés. Voilà. Mais les postes de consultants sont payés. Et c'est dans ce cas-là des contrats entre 4 mois et 1 an, voire 1 an et demi. Donc, ça peut être une voie intéressante aussi. Et après, une autre chose qu'il faut savoir, c'est que comme dans beaucoup d'endroits à l'ONU, quand on vous dit pour un poste, c'est minimum 3 ans d'expérience, la personne qui est prise en général a au moins 5-6 ans d'expérience. En tout cas, moi, c'était mon cas. Il m'avait dit 3-4 ans d'expérience pour le poste que je viens de commencer
il y a quelques mois. Et bon, bah, finalement, j'ai plutôt 6 ans d'expérience. Donc voilà, faut s'attendre à galérer un petit peu, mais c'est possible. D'accord. Bah, ça répond, je pense, à une des questions sur les types de contrats notamment et sur les différentes manières d'entrer à l'ONU et du coup dans l'administration publique française. Tu as parlé de l'ENA à un moment, donc juste pour peut-être un petit aparté pour expliquer que c'est du coup l'École nationale d'administration qui est basée à Strasbourg et qui forme du coup à la haute fonction publique en France. C'est ça, tu confirmes, Pauline? Oui, oui, c'est ça. Et du coup, bah, pour la France, c'est sûr que c'est la voie royale si vous voulez travailler dans des ministères ou dans la fonction publique en général en France. Mais paradoxalement, comme beaucoup d'autres choses, à l'étranger, c'est pas du tout connu. Donc, par exemple, à l'ONU, je pense qu'il y a peut-être quelques RH qui savent ce que c'est, mais les 3/4 des gens ne savent pas du tout ce que c'est. Et pour l'ENS, c'est la même chose, en fait. Moi, quand je disais, là, en arrivant à l'ONU, que j'avais fait l'ENS et les SEC, la moitié des gens connaissaient les SEC, même des gens de l'autre bout du monde, et personne ne connaissait l'ENS. Et c'est pareil pour l'ENA. Ouais, je pense que c'est pareil pour d'autres écoles françaises, mais juste sur les deux choses sur l'ENA, je pense qu'on fera sans doute un live bientôt sur l'ENA. Dans les nouveaux admis, il y a des gens qu'on connaît de près ou de loin, donc potentiellement on fera un live dessus parce que c'est tout un sujet et je pense que les admissions il y a plein de moyens d'y entrer et parfois c'est pas forcément connu. Peut-être la deuxième chose, c'est plus sur en termes de ce que je retiens de ce que tu dis, Pauline, c'est que comme dans beaucoup de métiers, entrer à l'ONU, c'est un peu opaque. Et je pense que ce qui est intéressant, si ça vous intéresse, c'est vraiment commencer là où par le point de départ que vous a donné Pauline, qui est Inspira, si j'ai pas tort. Et 2, c'est vraiment de contacter des gens via LinkedIn et via votre réseau pour avoir des informations et pour vraiment avoir cette capacité à vous préparer parce que il y a toujours ce qu'il y a écrit sur les sites internet et ce que les gens vous disent et clairement ce qui va vraiment vous aider à rentrer dans ce genre d'institution, c'est tellement compétitif que c'est ce qu'ils vous diront. Donc vous arrêtez pas à Inspira, c'est surtout ça mon message et contactez des gens et cherchez l'information là où elle est. Oui. Et notamment, il y avait une question de Mohsin sur le concours des Young Professionals de l'ONU. Est-ce que tu as des conseils là-dessus ou est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, je sais très bien ce que c'est. Par contre, il me semble que maintenant, c'est plus ouvert aux Français. En fait, c'est plutôt pour attirer des personnes parce qu'en fait, à l'ONU, ils essayent, qu'il y ait des personnes de tous les pays, de toutes les nationalités, c'est normal. Donc, typiquement pour les Français, c'est pas très facile parce qu'il y en a déjà beaucoup, donc il y a des quotas et ils sont limités, donc c'est très compliqué de rentrer en étant français. Donc, si vous avez une autre nationalité, prenez plutôt l'autre. C'est le moment de sortir le passeport. Ouais. Après. Donc le YPP, c'est vraiment bien, c'est super intéressant. Moi, j'avais regardé, en tout cas, il n'y avait pas pour les Français quand j'ai regardé, et il me semble que c'est plutôt destiné aux personnes qui viennent soit des pays en voie de développement, soit d'Europe de l'Est. Enfin, je ne sais pas exactement, il faut regarder, mais je crois que pour les Français, c'est pas vraiment possible avec le YPP. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs voies d'accès. Après, la voie d'accès la plus facile reste quand même le stage parce que du coup, ils prennent un petit peu plus facilement, même si c'est très sélectif aussi. Sinon, il y a des contrats de consultants auprès de l'organisation. Donc, on n'est pas vraiment staff de l'organisation, mais on travaille quand même dans l'organisation avec des gens de l'organisation. Donc, après, c'est plus facile de trouver un poste. Et après, juste par rapport aux études à faire, franchement, c'est très variable. Enfin, il y a des métiers dans énormément de domaines à l'ONU, il y a des agences dans énormément de domaines, éducation, santé, sur les réfugiés, les affaires humanitaires, le climat. Donc, franchement, les études, ça dépend vraiment. Il y a beaucoup de possibilités pour rentrer. Mais c'est sûr que peut-être que juste un master en école de commerce, c'est pas forcément le profil qui sera le plus valorisé, sauf si vous avez d'autres choses à côté. En fait, il faut vraiment pas penser que études, il faut aussi penser d'autres choses à valoriser à l'extérieur. Par exemple, si vous avez fait un master en école de commerce et 1 an de mission en Birmanie, ou un master à la fac en Sciences Po et 1 an de mission au Cameroun. Enfin, ça, c'est vraiment à valoriser. Moi, c'est un petit peu l'aspect. Bon, j'ai un poste, du coup, pas du tout terrain, vraiment en cabinet, plutôt institutionnel, politique, tout ça. Donc,
pour moi, c'était pas vraiment un problème, mais je sais que c'est quand même mieux vu d'avoir fait des expériences terrain. Et donc voilà, pour ma part, ils m'ont dit, bah voilà, le Brésil, c'était juste 2 mois, c'est pas du tout suffisant, il fallait faire d'autres choses. Et j'ai fait des petites missions aussi dans des pays en développement, mais pendant maximum 1 mois à chaque fois. Donc c'était pas suffisant. Donc ça, si vous avez l'opportunité de partir en mission terrain en Afrique, en Asie, en Amérique latine, faites-le parce que c'est vraiment très valorisé. Et voilà, faut pas penser uniquement par les études, c'est aussi tout ce que vous faites autour qui est vraiment important. Et puis si vous pouvez apprendre des langues, vraiment faites-le parce que ça sert énormément à l'ONU. Et là, c'est vrai que, en gros, il y a 6 langues officielles à l'ONU, donc c'est français, anglais, espagnol, chinois, russe et arabe. Donc pour ma part, je ne parle que français, anglais, espagnol. Et voilà, là, je vais commencer le russe bientôt, mais c'est vrai que si vous pouvez parler 4 ou 5 de ces langues ou 6, c'est quand même vraiment bien. Donc, n'hésitez pas à faire beaucoup d'expériences à l'étranger. Ouais, juste peut-être une précision, dans parler arabe, c'est pas l'arabe que les Marocains, Algériens et Tunisiens parlent chez eux. Je pense que c'est le vrai arabe, juste parce que je vois déjà des gens ouais, Duolingo, très bonne application pour apprendre les langues. Moi, j'ai des bases de portugais grâce à ça. Ouais, je les ai entendus, c'est pas des bases. Il y a une question intéressante dans le live de RLA. Savez-vous s'il existe des postes à l'ONU qui permettent de représenter son entreprise au sein de l'organisation et travailler main dans la main avec l'organisation, je pense. Ah oui, la question c'est… Oui, ok, je comprends. Bah, c'est vrai que l'ONU fait de plus en plus de partenariats avec le secteur privé, notamment dans le cadre des SDG, donc les objectifs du développement durable. Donc, franchement, je ne sais pas du tout parce que je suis arrivée il n'y a pas assez longtemps et je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il faut creuser la question. C'est possible. En tout cas, je sais que sur la partie développement durable, ils essayent vraiment de se rapprocher et de créer de plus en plus de ponts avec le secteur privé. Donc, c'est possible. Cool, top. Excellent. Peut-être pour compléter, Pauline, on va passer à la section un peu préjugés, idées reçues. Et oui. Si tu peux nous donner un peu ton retour d'expérience. Le premier, on l'a un peu abordé, c'est l'importance du réseau et de tout ce qui est plus généralement informel. Est-ce que tu penses que c'est une réalité? Ben, sincèrement, dans le secteur public, pour ce que j'ai vu moi, non. Parce que… Enfin, voilà, moi, je me suis retrouvée à un cabinet ministériel parce que la mission pour le ministère des Affaires étrangères s'est bien passée, mais je connaissais absolument personne. Après, ben, forcément, à Bercy, c'était plus facile de rentrer grâce à mon dernier poste, mais je connaissais personne non plus. Et à l'ONU, justement, j'ai essayé un peu de connaître des gens, d'assister à des conférences à Genève, de voir comment je pouvais essayer d'obtenir quelque chose parce que c'est vraiment difficile. Et en fait, sincèrement, je pense pas. Même, j'avais essayé de contacter le réseau ESSEC Alumni parce qu'à l'ENS, on n'a pas vraiment de réseau de Suisse. Donc, j'avais assisté à plusieurs dîners, événements, même un événement sur la mesure d'impact social qui était en janvier il y a 1 an à Genève. J'étais venue exprès à l'événement pour essayer de rencontrer des gens, tout ça. Et en fait, tous les gens de l'ESSEC que j'ai rencontrés ici, ils étaient dans le secteur privé, dans des banques, dans des fonds d'investissement. Voilà, donc ça m'a pas du tout été utile. Donc pour ma part, je suis pas du tout passée par le réseau. Mais bon, après, c'est toujours quelque chose d'utile, mais je pense pas trop dans ce domaine-là, moins que dans le privé en tout cas. Ok, top. Ensuite, il y avait la maîtrise des langues, mais je pense que tu nous l'as dit clairement que c'était essentiel. Ouais, c'est super important. Franchement, vraiment très, très important. Et d'autres langues, enfin, l'anglais, ça suffit clairement pas, quoi. Franchement, je me rends compte, enfin, moi, je suis avec des gens qui parlent parfaitement anglais. Et voilà, surtout que les Français, on n'est quand même pas très avantagés dans ce domaine-là. Ma co-bureau, par exemple, elle est allemande et elle parle anglais juste à merveille. Elle dit qu'elle sait pas bien parler français, elle comprend tout, elle parle super bien. Enfin, franchement, il faut vraiment bosser à fond les langues et avoir moi, je suis bilingue français-espagnol et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Mais après, c'est bien d'avoir aussi l'italien en plus parce que sinon, juste l'espagnol et l'anglais, ça suffit pas non plus. Et clairement, ce serait bien que j'ai une langue autre en plus. Voilà. Donc pour ma part, j'ai choisi d'apprendre le russe parce que je sais pas, ça m'attirait. Et puis ma directrice actuelle est russe.
Il y a beaucoup de Russes dans mon équipe. Et voilà. T'aimes bien le ski, il fait froid là-bas. Voilà. Est-ce que tu as des conseils pour apprendre des langues, du coup, oui. Bah, franchement, pas vraiment. En vrai, moi, je suis pas. Enfin, j'ai toujours un petit complexe en anglais d'ailleurs, parce que je parle beaucoup mieux espagnol et un petit peu mieux italien aussi qu'anglais. Donc, voilà. Après, moi, franchement, j'ai juste fait les cours au collège, lycée, voilà. Mais je me suis vraiment pris de passion pour l'espagnol. Donc, après, je suis partie comme fille au pair en Espagne. Ensuite, j'ai vécu au Canada, à Singapour et en Italie, tout le temps avec des Espagnols, des Mexicains, parce que je me suis pris de passion pour cette langue. Donc, je me suis débrouillée toute seule je sais pas, regardant des livres et en parlant tout le temps avec beaucoup d'Espagnols et de Latinos. Et je pense, voilà, faut essayer de partir à l'étranger, d'être sur le terrain, mais ouais, c'est sûr qu'il y a des gens après plus doués que d'autres pour apprendre les langues, mais c'est vrai que quand je vois certains de mes collègues, j'ai des collègues qui n'ont même pas 30 ans comme moi et qui parlent genre 6 langues parfaitement et je me dis waouh. Donc je sais pas trop comment ils font, mais je pense qu'en tout cas, il faut partir parce que c'est pas en restant à Paris voilà, qu'on va vraiment bien apprendre des langues. Ouais, ma soeur me disait exactement la même chose. En fait, c'est en immersion que tu apprends les langues. Elle a aussi dû apprendre pas mal de langues pour bosser à l'ONU, notamment en relations internationales. Donc, c'est exactement ça. Cool. Et peut-être le dernier a priori, c'est on affirme parfois que le secteur public ne paye pas au sens large, que ce soit national ou international. Est-ce que tu as des éléments à partager là-dessus, sur cette idée préconçue? Oui, alors c'est sûr que si vous cherchez à être très bien payé, il ne faut pas venir dans le secteur public. Pour ma part, ça ne me dérangeait pas, enfin voilà, même si je voulais quand même être bien payée après toutes les études et voilà les efforts que j'ai faits, c'est normal, je comprends que vous ayez cette volonté. Après, je sais qu'après l'ENA, les salaires sont plus élevés quand on reste en France. Et pour le reste, pour les contractuels, donc les postes en France dans la fonction publique en tant que contractuel, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. C'est basé sur les écoles qu'on a fait. Donc, si on a fait Sciences Po Paris, Polytechnique, HEC, l'ESSEC, le SCP, ben, le salaire est là. Si on a fait une école un peu moins bien, c'est là. Et puis, si on a fait une fac de province, ben, on est payé le minimum. Donc, le minimum, c'est à peu près 1800 net en débutant. Et le maximum, peut-être 2007, 2008 net au début. Donc, c'est sûr que c'est pas beaucoup par rapport au secteur privé. Après, c'est sûr que dans les organisations internationales, à l'ONU ou ailleurs, c'est mieux payé. Ça dépend aussi des pays. Mais en tout cas, moi, je trouve que à l'ONU, c'est vraiment... ça correspond à ce que je voulais et c'est tout à fait correct comme revenu. Mais voilà, c'est sûr qu'on ne sera jamais payé comme quelqu'un qui bosse dans une banque à New York en travaillant dans le secteur public, quoi. Mais, voilà. Ok, merci pour ton retour d'expérience là-dessus, c'est top. Et après, on est en Suisse. On est en Suisse, tranquille. Oui, et en Suisse, forcément, c'est un peu mieux payé. Allez. Justement. Merci pour cette mise. Mais en tout cas, c'est vraiment pas... Enfin, faut pas que ce soit un critère de choix parce que c'est vraiment pas un problème. Et moi, j'avais hésité entre secteur public, économie sociale et solidaire à un moment. Et typiquement, je me rends compte que voilà, c'est beaucoup mieux payé qu'en travaillant dans une entreprise sociale, même très grosse, ou dans une ONG ou dans une association, quoi. Donc, vraiment, c'est tout à fait correct. Et en étant en Suisse, plus que correct. Ok, top. On approche à la fin Déjà, on a pas mal dépassé, mais je pense que c'est utile parce que tu as pas mal d'éléments ultra pertinents et qui peuvent vraiment aider. Donc, privilégions la qualité et la quantité. Je sais que tu as accepté qu'on dépasse un peu, Pauline. Donc oui, pas de souci. Merci beaucoup. Et tu as commencé à aborder cette question. Est-ce que tu peux nous dire en quoi tes différentes formations t'ont aidé? Et de ce que tu m'as dit, elles t'ont vraiment aidé chacune à leur manière. Si tu peux nous résumer un peu les éléments que tu as commencé à mentionner au début de l'entretien. Oui, c'est à la fois les formations, mais aussi tout ce qui est à côté. Parce que, comme je vous ai dit, je pense que tout ce qu'on fait à côté et tout ce qu'on est, ça joue aussi énormément. Donc, les formations, voilà, moi, je voulais à la fois relations internationales, développement durable. Donc, j'ai fait 3 formations en même temps. C'était un peu beaucoup, c'était un peu intense. Mais en fait, je me rends compte que si j'avais pas eu les 3, il m'aurait un peu manqué des éléments. Parce que du coup, à l'ENS, j'ai eu vraiment la partie
éco-sociaux et apprendre à travailler tout seul, à fond, de manière intensive. À l'ESSEC, j'ai eu la partie travail de groupe, voilà, collaboration, terrain un petit peu aussi, comme on avait beaucoup de missions terrain à la chaire, entrepreneuriat social. Et puis en Italie, j'ai eu la partie, du coup, cours en anglais et en italien sur des domaines des relations internationales assez précis, mais aussi assez variés. Donc, c'était très intéressant. Et puis, j'ai appris aussi à travailler plus à l'oral parce qu'en France, on est quand même beaucoup sur l'écrit. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et après, pour les stages, en fait, j'ai fait des stages assez différents. Donc, je pense que ça, c'est utile aussi de commencer à faire des stages vraiment jeunes. Donc, moi, j'ai commencé le premier au Brésil, j'avais 19 ans. Après, j'ai fait un autre stage au journal L'Express avec Christophe Barbier. Je pense que vous voyez tout ce qui c'est, le journaliste avec l'écharpe rouge. Quand j'avais 20 ans et c'était vraiment utile aussi. Enfin, dans chaque stage, j'ai vu un petit peu ce qui m'intéressait, ce qui m'intéressait pas, quels étaient mes points forts, quels étaient mes points faibles. Voilà, donc je pense que c'est utile d'avoir des expériences assez variées et on n'est pas du tout obligé de savoir ce qu'on veut dès qu'on a 18 ans ou 20 ans. Ça s'affine au fur et à mesure du parcours, mais en tout cas, essayer de faire un maximum d'expérience et d'être vraiment proactif et de ne pas passer ses étés à la plage à bronzer, mais plutôt à faire des stages ou des expériences terrain ou des missions volontaires dans des assos en Afrique ou voilà, des choses qui peuvent servir pour la suite. Pauline, c'est une bosseuse, comme vous pouvez le constater. Peut-être, Mehdi, si on peut prendre la question de Ina. Je vois qu'il y a une dernière question et ensuite on pourra enchaîner sur la conclusion de Nassim. T'ont aidé notamment à progresser en rédaction de notes ou de discours. Est-ce que tu as des livres, toi, que tu as trouvé super utiles ou des ressources en ligne qui t'aident à mieux écrire tes notes ou tes discours? Alors, sincèrement, non. En fait, j'ai toujours aimé beaucoup écrire et c'est quelque chose qui me plaisait énormément. D'ailleurs, ça me manquait un petit peu à l'ESSEC parce que je trouvais que c'était beaucoup de QCM, de questions-réponses rapides, de cours assez mathématisés, voilà, mais pas beaucoup d'écriture. Mais en fait, ça, je pense que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez dur parce que autant les maths, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que peu importe le milieu d'où on vient, c'est vraiment quelque chose. Enfin, il n'y a pas une différence énorme en fait en fonction du milieu, alors que tout ce qui est littéraire, c'est sûr que quand on n'a pas l'éducation dans ce domaine-là et que, enfin, pour ma part, du coup. Mes parents sont pas du tout là-dedans et je lisais vraiment pas beaucoup à la maison, voire pas du tout, à part les livres obligatoires du bac de français. Et en fait, je me suis mise à lire en prépa parce qu'on était obligés. Et voilà, mais moi, j'avais vraiment une culture littéraire proche du néant en prépa. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé la prépa en étant dernière. Voilà. Et j'ai fini assez bien classée. Donc c'était top. Mais franchement, pour rédiger des discours, tout ça, je pense que moi, j'ai vraiment été beaucoup aidée. Enfin, du coup, c'était pas du tout ma vocation. Je me suis juste mise là-dedans parce qu'en fait, quand j'ai été conseillère du ministre, donc il y a bientôt 5 ans, j'étais à la fois conseillère sur des sujets thématiques, donc comme je vous ai dit, la francophonie, l'éducation et l'économie sociale et solidaire, mais aussi il m'a désigné plume. Donc plume, ça veut dire la personne qui écrit les discours au bout de quelques mois. Et franchement, j'ai pas vraiment fait de lecture particulière. J'ai juste demandé de l'aide à des diplomates qui étaient dans mon équipe, qui étaient expérimentés, hyper bienveillants. Ils m'ont envoyé leurs anciens discours. J'ai vraiment cherché comme ça dans les archives du ministère de tout ce qui avait été fait avant. Et puis après, je me suis mis à lire beaucoup la presse, à essayer de suivre ce qui se passe. Et puis ensuite, j'ai rencontré un chercheur qui est très intéressant, qui s'appelle Olivier Ney, N-A-Y, qui est responsable d'un master de relations internationales à la Sorbonne à Paris. Et donc lui, vous pouvez regarder ses livres, il a écrit vraiment beaucoup de choses très intéressantes dans les relations internationales. Voilà. Mais sincèrement, moi, j'ai un petit peu fait au fil de l'eau. Franchement, je me suis formée vraiment sur le tas. Et maintenant, à l'ONU, c'est pareil, en fait, je m'inspire beaucoup des anciens discours, de tout ce que je peux lire, des actus à la fois de l'ONU et puis de plein d'autres sources d'informations, mais j'ai pas vraiment de méthode, je suis désolée.
Non, mais c'est utile quoi qu'il arrive. Mais trop cool, on a pas mal dépassé, mais encore une fois, c'était super utile. Merci beaucoup, Pauline, pour ton temps. Merci, Pauline. Je passe la parole à Nassim pour la conclusion. Bah, déjà, je vais commencer par remercier Pauline pour de nous avoir parlé de l'ONU, cette institution qui fait rêver plein de jeunes, qui m'a fait rêver et qui, je suis sûr, a fait rêver plein de gens qui étaient là ce soir et qui sont restés pendant toute cette heure. Merci aussi à vous d'être là parce que sans vous, nous ne sommes rien. 3 choses. D'abord, Grinta, juste pour rappeler rapidement. Donc, ce qu'on fait, c'est que toutes les semaines, enfin, ou toutes les 2 semaines, ou de façon assez régulière, on essaye d'avoir des profils exceptionnels comme celui de Pauline, comme celui de Mathilde la semaine dernière, où on essaie de, voilà, qui partagent avec nous leurs histoires, mais surtout aussi leurs galères, leurs anecdotes intéressantes. Par exemple, Pauline qui s'est fait draguer par Justin Trudeau. Téléphone arabe. Mais aussi de partager avec nous des conseils pratiques. Et je pense que ce soir, on en a eu. Donc, merci beaucoup, Pauline, parce que si demain, je devais chercher un taf à l'ONU, je serais mieux armé. Donc, je peux ajouter un dernier truc. Oui. Non, je voulais juste vous dire, vraiment, je ne sais pas à quel niveau d'études vous êtes ou quoi que ce soit, mais faites vraiment des stages dès que vous pouvez, super tôt, même si c'est pas payé, même si c'est galère, parce que franchement, moi, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup aidé. J'avais fait donc ce stage au Brésil quand j'avais 19 ans et après un stage à l'Express quand j'avais 20 ans. Et les deux, au Brésil, c'était pas payé, forcément. Et vu que c'était dans la gestion des déchets dans des bidonvilles. Et à l'Express, j'étais payée 417 €. J'ai fait 2 mois à ce tarif-là. Et voilà, j'étais logée chez des amis de mon père qu'il avait en cours de ski, parce qu'il est moniteur de ski, qui habite au fin fond des Yvelines. Je mettais 1 heure à venir et pourtant, c'était vraiment génial. Donc voilà, je pense qu'il faut pas se dire oh là là, je vais pas être payé ou je vais être payé 400 €, ça vaut pas le coup, je vais pas m'embêter pour ça parce qu'il y a forcément un moment où vous allez galérer, donc autant le faire le plus tôt possible. Et c'est pas parce qu'on galère à faire 2 mois de stage, payer le minimum ou quoi que ce soit que il faut se plaindre parce que après ça paye et franchement il y a un moment où tous les efforts sont vraiment récompensés et c'est ce que j'ai pu constater en tout cas. Donc vraiment, soyez pas fainéants, faites des stages dès que possible et allez au charbon. Si vous voulez aller à l'ONU et suivez la voie qui vous plaît aussi parce que franchement, moi, il y a plein de personnes qui m'ont découragée, notamment mon prof de maths du lycée. J'avais une très bonne moyenne, ça se passait très bien, mais il m'avait dit qu'en prépa à Lyon, j'allais me faire écraser, que j'allais jamais réussir et voilà. Et je l'ai pas du tout écouté et j'ai bien fait. Et puis, il y avait d'autres personnes, j'ai eu beaucoup de personnes bienveillantes, mais il y avait aussi d'autres personnes qui me disaient « Ah bon, mais ça sert à quoi de faire tout ça? Mais tu fais trop de master, mais tu te fatigues trop, nanana, mais pourquoi c'est… » Il y a beaucoup qui m'ont dit « Mais pourquoi le secteur public, ça sert à rien, ça rapporte rien, fais de la finance, fais ci, fais ça. » Et moi, j'ai écouté personne parce que j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Et en plus, quand on fait ce qu'on a envie de faire, tout marche beaucoup mieux, tout est beaucoup plus facile. Donc, faites vraiment ce qui vous plaît en écoutant votre cœur et sans écouter les autres. Wouh! Drop the mic. Qu'est-ce que vous dites après ça? Peut-être juste 2 choses. Le charbon. Je pense que c'est une bonne façon de résumer ça. Et surtout, de ne pas écouter les gens. On va faire un post synthétique. Du coup, on va partager les différents lives qu'on a déjà fait. Et celui de Pauline va être partagé as soon as possible, donc très vite. Et juste un petit teasing. La semaine prochaine, on va avoir un designer qui monte. Ça me fait particulièrement plaisir de l'avoir la semaine prochaine parce qu'il vient de ma ville, tout au fond du 78. et du coup, stay tuned. Restez connectés, mais il y a du lourd qui arrive. Trop bien, cool. Bon, merci encore une fois, Pauline, et merci tout le monde, et à bientôt. Merci, bon courage à tous. Prenez soin de vous. Au revoir.